Je suis d'accord. C'est son musée, ce sont ses châteaux, ses musées, c'est la Mosque. On a tout ça ici. Or, on a. Et votre intervention, je trouve qu'elle est propositive. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Hein, Alors, qui va permettre d'éviter non, il y a une réponse très simple. les acteurs entre les ICC, qui sont bien formels. Je reprends, je disais que Je ne pourrais pas que certains aient le sentiment qu'il y ait ping-pong. entre les entrepreneurs culturels et les représentants des structures de l'État ou l'IA. Les interpellations, vous les notez, vous les comprenez. Je suppose également, et je sais que vous avez mais je ne voudrais pas qu'on s'étende les inégalités, qu'on s'étende sur les récupérations des mains et les satisfactions, c'est vrai, ça ne va pas. Oui. Donc, on note, donc, ceux qui organisent les choses de cet échange, on note qu'il y a, je rappelle encore que vous avez des papiers pour dire, comme l'a dit Sylvain, oui, il y a quelques éléments, mais nous n'avons pas pour l'instant accès, nous n'avons pas de solution en nous adressant à des sujets. Après, il faudrait Oui, je vous remercie de me donner la parole. J'ai le sentiment, peut-être que vous allez me démentir, qu'il y a une sorte de méfiance, ça vraiment entretenu entre les institutionnels et les acteurs de la société civile. Sinon, comment expliquer une démarche initiée dans le sens, effectivement, d'apporter une plus-value à notre économie, soit restée sans réponse, soit restée lettre morte. L'autre chose, c'est, on a évoqué ici la migration du secteur informel vers le secteur formel. Ça apparaît même comme une recommandation avant la lettre. Est-ce qu'il y a des facilités qui ont été mises en place jusqu'ici par l'État pour pouvoir inciter le secteur, ou en tout cas les acteurs de la société civile et même du secteur privé qui sont dans l'informel pour qu'ils migrent vers le secteur formel? Parce que nous savons quand même que l'économie, 90,1% de travailleurs sont effectivement dans l'informel et que ce serait, si vous voulez, une grosse affaire, d'ailleurs dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'un État qui fonctionne bien, je pense que c'est un État qui produit la richesse et le bien-être, le développement pour tout le monde. Voilà mes deux préoccupations. Oui. Oui, Stéphane, moi, le truc, il est simple quand j'entends les, les représentants du gouvernement prendre la parole, j'ai simplement le sentiment, pas le sentiment, le truc, c'est qu'il nous manque des cadres de concertation. Parce qu'il y a certaines choses que vous évoquez qui sont notre quotidien et nous aussi, on vous renvoie. Quand vous dites sortez de l'informel, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour qu'on nous aide? Parce que nous-mêmes, nous savons qu'évoluer dans l'informel, c'est un problème. Dans le secteur culturel, c'est le vrai problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de statistiques, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Tout le secteur culturel, il y a 70% dans l'informel. Vous nous dites, sortez de l'informel. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que nous, on sorte de l'informel? Vous parlez par exemple de la production audiovisuelle sur nos chaînes de télévision. Moi, je vous prends un exemple qui est basique.
Nous, on produit des émissions qui permettent de montrer les jeunes artistes musiciens émergents. Nous en avons enregistré, je crois, on est à peut-être 40 numéros, mais on propose aux télévisions, elles veulent les diffuser gratuitement. Comment on sort de l'informel? Toutes les chaînes de télévision à qui vous proposez vous demandent de, de la diffusion gratuite. Et ce n'est pas ça. Moi, j'ai travaillé dans le théâtre, dans l'IC. On a produit des capsules vidéo de pièces de théâtre parce qu'on pensait qu'on aurait un public beaucoup plus large. Mais même jusque-là, la production d'un spectacle de théâtre, c'est déjà beaucoup d'argent. La captation vidéo, c'est beaucoup d'argent. Mais les chaînes de télévision vous disent, ouais, ce sera pour être connu. Connu par qui? Mais c'est autant de choses qui font que c'est ce que nous avons davantage, des cadres de concertation. Et moi, je préfère vous dire aussi, il y a souvent cette façon condescendante, je veux dire en dehors du ministère de la Culture. Vous allez dans les autres ministères, c'est à la limite parce que vous avez dit art et culture. Vous n'existez pas, vous êtes transparent. Je vous remercie. Mais, bon, 2 minutes. Oui, 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 oui. Vous êtes un grand, vous savez faire très Bon, je remercie tous les Camerounais qui sont passés et qui ont apprécié et qui nous ont donné tous les conseils nécessaires. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est une observation. La carence que nous manifestons aujourd'hui provient de 1962, quand Manu Dibango a eu le prix Nobel de la musique. Il est venu voir les dirigeants de cette époque pour créer une école supérieure de musique à Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il a vu très clair. Maintenant, aujourd'hui, nous qui étions à l'époque, nous avons voulu politiser l'action. C'est pour ça que Manu Dibango s'est retiré pour aller créer cette usine cette école qui existe, École supérieure de musique à Abidjan. À Abidjan. Je vais vous dire quelque chose, mes petits frères. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, au fond, vous ne pouvez pas la réaliser. Nous avons exclu du programme scolaire la culture. Comment voulez-vous qu'on vienne la bricoler après 40, 60 ans? C'est ça l'erreur. Vous qui êtes intellectuel, vous maîtrisez vos domaines parce que vous les avez appris dans des universités. Nous qui voulons faire la musique là, et tout, sans qu'on se soit assis pour apprendre, nous sommes voués à un échec total. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les 2 minutes. Bravo. On passe à la dernière articulation de ce panel. Donc, du coup, il ne reste que 3 minutes pour l'UNESCO. Et on vous écoute, Dr Kayoum. Bonsoir, ma présentation. Alors, pendant qu'il prépare ma présentation, vous savez, l'UNESCO, c'est la maison de la culture et nous œuvrons activement dans la promotion des langues. Alors, je vais vous dire bonsoir à ma langue déjà. Poyorla, c'est un roman là. On répond Dissou. En votre langue, on dit bonsoir comment? Soko. Et on répond Soko. Ok, Soko. Alors, salam alaikum, bongo, meilleur gars, je ne sais pas, je voudrais bien vous saluer dans toutes vos langues, mais je ne les connais pas, mais chachou. Voilà, alors, je suis Kayoum Foko-Carole de l'UNESCO et nous avons pour mission de parler de l'appui apporté aux industries culturelles et créatives dans les pays francophones en voie de développement et plus précisément des actions de l'UNESCO et les opportunités de financement. Et où la souris? Ah, d'accord. Tu peux la manipuler? OK. En bas. D'accord, merci. Ah, ça épuise déjà mon temps. Voilà, l'objectif de la présentation est donc de mettre en lumière les actions de l'UNESCO en faveur des ICC et donner quelques opportunités de financement pour les ICC à l'UNESCO.
Et comme plan de présentation pour gagner en temps, je passe, OK, l'UNESCO en bref, il y en a ici qui ne connaissent pas l'UNESCO. Vous connaissez peut-être l'UNESCO, mais pas tout le monde. L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et il compte 195 membres et 8 membres associés. Et notre bureau, qui est situé à la rue Tragage, est le bureau régional pour l'Afrique centrale et est constitué de 10 pays de la sous-région de l'Afrique centrale. Alors, nos missions sont contribuer à l'édification d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. Alors, quelles sont les actions de l'UNESCO en faveur des ICC? On n'avance plus. Ma souris a dit « ah ». OK. Alors, l'UNESCO a mis sur pied un cadre normatif qui est la convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, il s'agit d'un accord international juridiquement contraignant qui réaffirme le droit d'adopter les politiques et des mesures pour soutenir l'émergence d'industries culturelles et créatives dynamiques et fortes, qui promeut et protège la diversité des expressions culturelles dans le monde en reconnaissant leur importance pour le développement durable et la construction des sociétés inclusives et démocratiques, qui renforce les structures organisationnelles qui ont un impact direct sur les étapes de la valeur culturelle. Voilà. OK, ça va maintenant. Merci. Alors, à qui profite cette convention-là? Au gouvernement, bien entendu, aux entrepreneurs du secteur privé, aux artistes et opérateurs culturels et à la société civile. Alors, l'UNESCO, dans le cadre de cette convention, renforce les capacités des acteurs culturels, facilite l'accès aux marchés locaux, régionaux et même internationaux des acteurs culturels des gouvernements, crée et renforce des réseaux et de partenariats, promeut de l'entrepreneuriat culturel. Par exemple, l'UNESCO dernièrement a eu un accord avec le GICAM pour le soutien des ICC au Cameroun. Le temps ne me permet pas d'entrer dans les détails. Et dans le cadre de cette convention également, il est question de recherche et publication sur l'entrepreneuriat culturel. Voilà, quelles sont les opportunités de financement disponibles? Nous avons entre autres le Fonds international pour la diversité culturelle. Ce fonds unique multidonateur et volontaire a été créé en vertu de la Convention 2005 dont je parlais tout à l'heure et favorise l'émergence des secteurs culturels dynamiques dans les pays en développement partis à la Convention. Aussi, il soutient des projets visant à promouvoir la diversité culturelle et artistique en fournissant des subventions pour des activités telles que la production, la diffusion, la traduction et la formation et offre aux institutions publiques et organisations non gouvernementales des pays éligibles, ainsi que les ONG internationales enregistrées dans les pays qui sont partis à la Convention 2005. Alors, nous avons quelques projets financés par le FIDC. Je ne crois pas que j'ai le temps de les présenter. Vous pouvez aller sur notre site et vous allez les retrouver. Donc, je vais juste parler du Cameroun, où nous avons un projet qui porte sur offrir des opportunités aux femmes handicapées dans l'industrie culturelle camerounaise. Nous avons aussi un programme appelé UNESCO HBER, qui vise à protéger et promouvoir la liberté artistique, le statut des artistes et des professionnels de la culture, et de faciliter un flux équilibré de biens et de services culturels. Il propose assistance et financement aux institutions gouvernementales et la société civile qui protègent et promeuvent la liberté artistique, le statut de l'artiste, l'expertise, la formation et les échanges d'informations. Il accompagne également des projets portés sur le statut des jeunes artistes et des petits États insulaires en développement. Voilà, pour cette année, l'appel de projet a été clôturé le 28 février. Donc, nous allons attendre la prochaine édition l'année prochaine. Voilà, nous avons aussi un programme qui est celui de la facilité d'expertise qui va de 2023 à 2026. C'est un programme mis sur pied dans le cadre de la coopération de l'Union européenne et l'UNESCO. Et il accompagne les États membres dans la formulation des cadres réglementaires pour les ICC et, si nécessaire, les villes dans la promotion de la protection des industries culturelles. Il soutient la mise en œuvre des indicateurs de l'UNESCO Culture 2030. Tout à l'heure, je pourrais entrer dans des détails si le modérateur me donne un peu plus de temps. Nous avons aussi le fonds d'urgence qui met également, par lequel l'UNESCO met en place des fonds d'urgence pour les entrepreneurs culturels confrontés à des situations de crise telles que la pandémie du COVID-19,
à l'occasion de cela, nous avons eu un programme comme le Résiliat, où nous avons accompagné des artistes, notamment 10 artistes, dans la production et la réalisation de leurs œuvres artistiques. Et il y en a qui sont en train de passer actuellement sur Trace TV. Voilà, alors ces fonds permettent d'aider les artistes à surmonter les difficultés économiques et à continuer leurs activités. Nous avons par exemple le fonds d'urgence pour le patrimoine qui a permis à plusieurs chefferies, notamment celle de Bafout et son musée, de pouvoir être rénové après la crise qu'elle a subie. Alors, quelles sont les conditions pour accéder à ces financements? Ces conditions varient en fonction du programme et des financements. Tout à l'heure, si vous me permettez, je vais entrer dans le cadre, dans les détails pour chaque projet. Mais en principe, il faut être légalement établi dans un pays francophone en voie de développement, pour le cas de l'Afrique francophone, présenter un projet artistique ou culturel de qualité répondant aux critères spécifiques du programme de financement et démontrer la viabilité économique et sociale de son projet ainsi que son impact sur le développement local. Aussi, il faudrait que, à l'évaluation, que le projet soit pertinent, faisable, qu'il ait un impact et un potentiel de changement structurel dans le secteur de la culture. Alors, s'il faudrait parler des facteurs expliquant les difficultés d'accès au financement proposé par l'UNESCO, nous allons dire généralement, cette difficulté relève de la formation et de l'information. Parce que généralement, les gens ne sont pas informés, les acteurs culturels ne sont pas informés de ce que nous proposons. Et aussi, lorsqu'ils sont, quand bien ils seraient informés, ils ne sont pas formés pour pouvoir proposer des projets qui remplissent les critères requis. Alors, c'est pour cela que comme solution, l'UNESCO propose des formations dans ce sens. Et il a été, dans le cadre de Résilier, par exemple, nous avons formé les artistes musiciens sur comment proposer un projet financier viable. Alors, j'ai quelques liens utiles au cas où vous voudriez connaître comment postuler à ces différents projets ou à ces différents programmes que propose l'UNESCO. Et au-delà de ces programmes, ceux que j'ai cités, nous bénéficions parfois des financements. Parce que il est important de préciser que l'UNESCO est plus un accompagnateur technique que financier. Mais parfois, nous bénéficions de certains financements que nous pouvons utiliser pour accompagner des opérateurs culturels. Mais pour cela, vous devez soumissionner. Et ce que je conseille parfois, c'est d'oser écrire à l'UNESCO, demander au directeur général de l'UNESCO une audience pour présenter ce que vous faites. Et à l'issue peut-être des échanges, nous pouvons nous rendre compte que nous avons un projet sous la main qui cadre avec ce que vous proposez. Par exemple, le fonds d'urgence. Si vous avez un projet peut-être qui porte sur l'accompagnement des IDP, je ne sais pas, en matière d'industrie culturelle et créative, il y a des moments où nous avons des fonds qui accompagnent cela. Et si vous tombez à pic, nous allons vous accompagner. Donc, ce que je conseille à la fin de mon propos, c'est écrivez au directeur du bureau régional de l'UNESCO et présentez ce que vous faites. Et nous pourrons trouver ensemble, en dialoguant, comment vous accompagner si possible. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas que je vous prive d'un temps de parole, mais je suggère à Yves de vous garder dans le prochain panel parce que vous avez utilisé un terme qui est celui du prochain panel, l'accompagnement. Donc, je crois qu'effectivement, il est nécessaire que l'on comprenne que l'UNESCO, ce n'est pas un bailleur de fonds, ce n'est pas un distributeur de ressources, un allocateur de moyens, mais c'est aussi un accompagnateur. Et si il veut bien, il vous gardera pour que vous vous expliquiez à ce moment-là. Je prends sur son temps de parole comment vous pourrez être dans l'accompagnement des ICC. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion, à tous autour de la table, à ceux qui dans la salle ont pris le temps d'intervenir, à ceux qui dans la salle ont noté des remarques qu'ils vont faire aboutir au secrétariat. Je pense que les uns et les autres sont disponibles pour continuer les échanges, pour garder des contacts, pour avoir peut-être plus d'explications sur les slides qui sont passés trop vite, diront certains. Mais le principe était que l'on comprenne qu'il y a des moyens, mais qu'il y a aussi, pour que ces moyens arrivent là où on en a besoin, des précautions à prendre pour diminuer les risques et que ces investissements ne soient pas perdus. En vous remerciant une fois pour toutes et en vous souhaitant une bonne continuation, je vous salue.
Il est un monde où le visible côtoie l'invisible, où l'animal se lie à l'âme humaine, où la danse s'adresse aux dieux et où les morts parlent aux vivants. Ce monde a connu bien des périls, vécu bien des exils, traversé les siècles et combattu des dominations pour préserver ses traditions et sa magie. Ce monde de racines anciennes se trouve au Cameroun, en Afrique centrale, au coin du golfe de Guinée. Un pays d'eau et de feu, dont le point culminant, un volcan toujours actif de plus de 4000 mètres, s'élève au-dessus de l'océan. Une terre de contraste où de paisibles montagnes font le dos rond face à des pics assurés, où des collines verdoyantes regardent des plaines arides, où des forêts équatoriales jouxtent des savanes tropicales. À votre attention, s'il vous plaît, nous proposons que nous enchaînions avec le deuxième panel vu les contraintes de temps que nous avons. Je vais donc, j'ai le plaisir d'introduire Yves et les panélistes du deuxième panel. Yves, je t'invite à t'installer à la même place que Stéphane Akoa tout à l'heure pour diriger ce deuxième panel qui porte de manière spécifique sur les mécanismes d'accompagnement de l'entrepreneuriat dans le secteur des industries. Hérité des Sao, ces légendaires géants qui aplatirent les ballons en dans ce deuxième panel. Monsieur Blaise et toi, s'il vous plaît. Au sud et à l'est du pays, l'Erfan Betiboulou est le territoire des peuples de la forêt, dont les Pygmées. Ces plus anciens habitants du Cameroun ont préservé leur culture et respecté celle des femmes, venus sans doute du Soudan, avec leur cosmogonie, leur art du bois, de la pierre et du corps, et leurs nombreux génies qui accompagnent toujours les ancêtres. Le long du littoral, on se rapproche. Les peuples de l'eau. C'est dans cette terre que les premiers occidentaux... Bon, on va dynamiser un peu là, Blaise, parce qu'on a l'impression qu'on dort déjà. Mais si toutes et tous sont naturellement tournés vers le large, cette région possède une incroyable diversité culturelle. Chacun a développé une mystique particulière et parfois spectaculaire, comme la danse éléphant des Bakuru. Lors d'une cérémonie appelée le Ngondo, les Sawa célèbrent Nyambe, Dieu unique et trinitaire. Ils y honorent Dikoba, monde temporel de la terre et de l'eau, qui finit à Dikolo, monde spirituel du ciel. Enfin, dans les grâces... Alors, bonsoir à tous. Voilà. S'il vous plaît, Yves, une minute, s'il vous plaît. Monsieur Eumen, directeur du Musée national. Veuillez vous installer. S'il vous plaît, reprenez vos places parce que nous allons continuer. Et je m'en vais tout de suite passer la parole à Yves qui a bien voulu accepter de modérer ce panel. Yves qui, je le rappelle, est le fondateur du CCMC, qui est le Centre des créateurs des métiers de la mode au Cameroun, qui organise un très beau forum, le forum de la mode. Voilà. Donc, je m'en vais lui donner la parole. Yves, à toi. Dont la 14e édition se tient à partir du 11 au 18, c'est ça? Du 11 au 18 novembre, avec donc une grande parade au Musée national qui est vraiment une espèce de jamboree de tous les créateurs qui sont accompagnés dans le cadre du centre, qui forment donc des jeunes à la détection de talents, à l'incubation, à l'accélération dans le domaine de la mode, du design et de tout ce qui est accessoire en rapport avec les industries de la mode et du design. Donc c'est vraiment un travail extraordinaire que Yves et ses équipes, notamment Aminou, qui est administrateur du CCMC, font depuis des années et des années. Et donc, Nathalie est arrivée finalement ou pas? Et là. Oh là là, mais elle s'est bien cachée. Donc, Nathalie qui est avec nous et qui accompagne donc Yves sur cette 14e édition et qui travaille aussi d'ailleurs par ailleurs sur la mise en place du cluster des industries culturelles sur lequel le CCMC assure le leadership. Merci Blaise, merci Stéphanie pour cette brève présentation. Alors, moi je pense qu'on va un petit peu
essayer de sortir un peu de ce cadre très formel pour vraiment rentrer dans la démarche un peu d'échange. Parce que je pense que quand on passe derrière les grands frères comme Stéphane, on n'a plus envie d'être trop chercheur. On a envie que les choses bougent un petit peu. Nous, on aime bouger. Nous, on est artistes, on aime bouger, on aime danser, etc. Donc moi, dans cette deuxième panel, on va essayer d'être un peu plus réactif, donner envie aux participants et au public de participer. Alors, pour ce deuxième panel, on va aborder tout simplement des sujets qui sont très utiles parce que quand on parle des ICC, on parle des outils d'accompagnement, donc qui est souvent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement. On va parler des incubateurs qui sont de plus en plus naissants, des structures d'incubation qui sont de plus en plus naissantes dans cette démarche d'accompagnement des ICC, mais également on va parler des outils, enfin des initiatives qui sont déjà identifiées, qui sont accompagnées ou qui peuvent être accompagnées, mais aussi quand on parle de financement, on parle de banque. Parce que c'est vrai, comme on disait, certains directeurs disaient tout à l'heure, qu'il faut sortir de l'informel pour rentrer dans du formel. Et quand on veut rentrer dans le formel, ça implique quand même des outils de financement qui font en sorte qu'on aille voir un banquier et qu'on puisse lui poser nos différents problèmes. Donc, sur ce panel, on a donc Blaise Etoa, donc, qui va un petit peu représenter cet accompagnement de banque. On a Tony Maffé qui va qui représenter un petit peu la partie donc acteur culturel avec des initiatives déjà connues et engagées, on va dire. Et on a voilà Monsieur Chouam, donc qui est Chouamé, pardon, qui est du ministère des PME et qui va nous parler donc de l'incubation dans cette démarche des ICC au Cameroun. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment donner votre point de vue, mais c'est également échanger avec le public. Comme vous étiez déjà là sur le panel, je vais donc vous donner la parole, Monsieur Kwame, pour commencer. Ok, merci de me passer la parole. Cyril Chouamé. Oui, Cyril Chouamé. Il y a beaucoup de Chouamé, mais il y a un seul Cyril Chouamé. L'unique. Chef service de l'incubation, je suis ingénieur en génie logiciel et méthodes agiles, consultant en stratégie d'entreprise et en projet du numérique. Si on pouvait passer, je ne vais pas m'attarder sur l'exposé, mais j'ai écrit un livre sur comment créer une entreprise avec le professeur Joe Capnono, maître de conférence à l'université de Ngaoundéré, et tous les étudiants qui font entrepreneuriat à l'université de Ngaoundéré utilisent ce document. Je voudrais dire ici que l'État ne peut plus absorber. L'État est débordé par la masse critique des étudiants, des élèves. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez les médias, on va vous parler du statut étudiant-entrepreneur. J'ai suivi migration du secteur informel vers le formel. Non, ce n'est pas du tic au tac. C'est la raison pour laquelle il y a des structures d'accompagnement. Parce que si vous demandez à beaucoup de Camerounais, vous gagnez combien par jour? Il vous dit 10 000. En fait, il ne gagne pas 10 000. Il a oublié qu'il y a l'argent du taxi, il y a l'argent de la connexion, il y a l'argent de son repas, il y a l'argent de ceci, il y a l'argent de cela. En fait, si on comptabilise tout ça, à la fin de la journée, il gagne seulement 1 000 francs. C'est la vérité qu'on ne dit pas à ceux qui veulent entreprendre. On ne peut pas quitter directement de l'informel au formel. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans notre système, quand j'étais au CFCE, au Centre de formalité de création des entreprises, un promoteur vient et vous dit, je veux créer l'entreprise. Vous lui dites, c'est pour résoudre quel problème? Il dit, mon oncle est en haut et il nous a demandé de venir créer les entreprises. On va gagner les 4-9, M. Chouamé. Voilà comment on crée les entreprises au Cameroun. Mais c'est paradoxal parce que dans le même environnement, on dit, on veut être un pays émergent. On veut se développer. Avec qui en face? Personne. Parce que les gens ne sont pas formés. D'abord, pourquoi? Inadéquation entre la formation et les besoins réels sur le marché. Est-ce que les Camerounais connaissent leur environnement?
Je prends encore un exemple. Vous allez voir dans nos quartiers, la majorité des Camerounais disent Isaac ne ramasse plus la poubelle. Mais cette difficulté pour certains est une opportunité pour d'autres. Parce qu'il y a des Camerounais qui gagnent l'argent avec la poubelle. Parce qu'ils peuvent recycler soit les plastiques, soit les déchets organiques. C'est la raison pour laquelle le ministère des PME, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il y a les PME. Les PME, c'est une entreprise de moins de 3 milliards. Il y a l'économie sociale, chiffre d'affaires de moins de 3 milliards. Et il y a l'économie sociale. L'économie sociale, c'est quoi? Association, coopérative, ONG. Et il y a une loi des PME, une loi sur l'économie sociale. Et il y a une loi qui régit l'artisanat au Cameroun. Le secteur culturel, vous êtes des artisans. Et au ministère des PME, avec les partenaires, on a pu mettre une liste de près de 600 métiers artisanaux. C'est pour cela qu'on a anticipé, j'ai parlé dans un de mes propos sur la décentralisation. Vous allez dans toutes les mairies du Cameroun, il y a un bureau d'enregistrement des artisans. C'est par là que ça commence, pour les artisans. Parce qu'on voulait accompagner ces artisans à migrer. Comment ça? Quand vous vous enregistrez, vous avez votre carte. Et à partir maintenant de votre carte, vous bénéficiez d'un accompagnement technique au ministère des PME. Nous n'avons pas la propension de donner l'argent. Nous voulons former d'abord le promoteur, le porteur d'idées de projet. C'est pour cela qu'avec les partenaires, chaque 2 ans, au Cameroun, dans tous les départements, il y a un salon départemental de l'artisanat. Et cette année, nous avons déjà presque clôturé avec les salons départementaux. Au mois de novembre, il y aura les salons régionaux de l'artisanat qui va se terminer par le salon international de l'artisanat du Cameroun en avril 2024. Il y a des issues, des opportunités. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes soit un artisan, soit une association, soit une coopérative, et que vous avez le projet, vous vous rapprochez du maire. Vous vous rapprochez du maire parce qu'on est dans la décentralisation. Et de commun accord avec le maire de votre localité, il va trouver la pertinence accompagné du délégué départemental ou régional du Minmesa, accompagné du délégué départemental ou régional du Minmesa. Et les dossiers sont déposés de janvier à avril. Les dossiers sont déposés de janvier à avril de chaque année. Si vous venez après, il n'y aura pas de réponse. Je parlais de 300 millions, on ne les donne pas comme ça. Parce que dans le passé, il y a des intervenants qui ont dit on a donné le ministère des PME, l'un des ministères qui a le plus accompagné les acteurs du secteur informel. Mais on s'est rendu compte qu'il faut former, il faut structurer, il faut changer le mindset. C'est pour ça qu'on vous parle d'import substitution. Quand on parle de culture, c'est ne pas dire aux autres que tout ce qui vient aussi de là-bas n'est pas toujours or. Parce que nous sommes peut-être assis sur le diamant et nous ne savons pas. Il faut chercher à creuser ce diamant, le polir et pouvoir le vendre cher. Quelqu'un a parlé de l'artisanat. J'ai dit non, non, il faut qu'on se comprenne. L'artisan n'est pas pauvre. Quand vous achetez un sac outil à 2 millions, c'est un artisan qui a fabriqué ce sac. C'est un artisan. Quand vous voyez les chaises des Formule 1, je pense que ce sont des artisans. C'est fait avec la main. C'est notre mindset qui nous fait croire qu'il n'y a pas de petits métiers. C'est ici chez nous que le mécanicien est sale. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête. Mais il faudrait qu'on change le mindset. Et le mindset, c'est quoi? C'est la culture. Un peuple qui a perdu sa culture, là, on est voué à l'échec. Parce que quand une maman prépare maintenant le macabo, les enfants disent « Ah, la maman, là, elle nous a dérangé aujourd'hui. » Parce qu'on nous a habitués au riz vietnamien, aux poissons sénégalais. Donc, il faudrait que nous tous nous revenions sur terre parce que les défis sont grands et c'est ensemble que nous allons réussir à permettre à ce pays de se développer.
en évitant certains clichés, les bœufs, les mangeurs de savon et d'autres éléments qui ne sont pas utiles pour le développement, qui ne sont pas utiles pour permettre à ce pays d'être un pays émergent. Parce qu'avant d'être émergent, il faudrait être un pays à revenu intermédiaire. Avant d'être émergent, nous sommes encore immergés. Donc, la présence du ministère des PME ici, c'est de rassurer tous les acteurs qui sont là, que nous accompagnons au quotidien. Nous sommes prêts à vous donner toutes les informations et je profite de l'occasion qui m'est offerte de dire aux organisateurs de partager l'exposé du ministère des PME. Parce que là-bas, vous avez tous les programmes du ministère des PME. C'est une quinzaine de programmes. De grâce qu'on partage à tous ceux qui sont venus pour avoir la bonne information. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur Chouamé. Alors, c'est vrai que c'est un magnifique exposé et il est important aussi peut-être de relever ou de définir le rôle de l'incubateur aujourd'hui, parce que c'est un mot qui revient régulièrement aujourd'hui dans les démarches des ICC. C'est quoi? Parce que le public, je pense qu'ils attendent de vous poser des questions. C'est quoi aujourd'hui un incubateur et comment on fait pour devenir incubateur? Oui. L'État a misé sur l'entrepreneuriat pour autonomiser très tôt les porteurs d'idées de projets, les jeunes Camerounais. Avant de parler d'incubateur, nous sommes dans un processus de mise en place des clubs d'entrepreneuriat dans les lycées, les collèges, les universités, les grandes écoles. Et du 14 au 17 novembre qui arrive, le Cameroun va célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et à cet effet, nous allons valoriser les multiples clubs d'entrepreneuriat qui existent. On a voulu commencer très tôt, apprendre à l'enfant à pêcher le poisson et puis il n'aura plus faim. Maintenant, quand le jeune qui est accompagné, qui est moulé dans les clubs d'entrepreneuriat arrive à l'université, il trouve ce qu'on appelle les structures d'incubation, qui sont des structures qui accompagnent le porteur d'idées de projet ou bien l'entreprise existante à la diffusion de la culture d'entreprise, à l'entrepreneuriat, l'éveil entrepreneurial. Dans les structures d'incubation, on a les couveuses, on a les incubateurs, on a les accélérateurs, on a les pépinières. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'enseignement supérieur, souvent, les étudiants viennent soutenir des thèses qui leur ont été imposées. Et ça fait qu'à la fin, ces thèses-là sont rangées dans les tiroirs. Nous avons travaillé de commun accord avec le MINUSUP pour qu'à travers le statut, c'est pour cela qu'il y a le statut d'étudiant entrepreneur, l'étudiant entre avec le projet, mais il faudrait que ce projet soit en phase non seulement avec la stratégie nationale, mais que ce projet crée des emplois, améliore les conditions des populations au quotidien et qu'à la fin, ils viennent le soutenir parce qu'on sera prêt, on va se rassurer que pendant ces 3 années, il y aura des partenaires, il y aura des investisseurs qu'on va pouvoir convaincre pour que ce projet véritablement soit utile, non seulement au porteur d'idées de projet, qui sera à la fin de l'incubation un chef d'entreprise, mais aussi pour les entreprises existantes, de leur permettre de trouver de nouvelles niches de marché, de nouvelles opportunités. On sort start-up de l'incubateur, on peut être scale-up, pourquoi pas une licorne. Une licorne, c'est une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars. Voilà ce que j'avais à répondre dans ce qui concerne. Très bien, M. Chouamé. On rappelle que M. Chouamé est le responsable de l'incubation du ministère des PME. Alors, on a entendu pendant vos propos que ça a chuchoté un petit peu dans la salle. Et comme on a dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment un échange, qu'on échange parce que les panélistes sont là pour répondre aussi à vos questions. Si on a des questions dans la salle, on peut peut-être commencer. Monsieur, on a 2 questions pour le moment. Il y a quelqu'un qui peut nous passer le micro, s'il vous plaît? Allons-y, cher monsieur. Ensuite, ce sera vous.
Monsieur Chouamé, alors je pense que peut-être les autres panélistes aussi peuvent répondre, hein, si, il n'y a pas que Monsieur Chouamé pour répondre à cette question. Tony, est-ce que tu voulais peut-être répondre à cette question? Je vais essayer. Non, je pense que je prends l'exemple de mon parcours où on arrive dans le secteur culturel par passion. Il y a jamais eu un moment où on a discuté avec des gens qui nous disaient, derrière ce que vous faites par passion, il y a un aspect économique à intégrer dans votre démarche. Et aujourd'hui encore, quand on parle d'argent, on cherche des financements auprès de, de, de l'argent public. Très peu de projets intéressent les entreprises parce qu'il y a un retour d'image. Tu es dans le théâtre et tu comprends très bien de quoi je parle. Il y a un gros paradoxe, par exemple, dans la musique, en Afrique, dans l'espace francophone subsaharien de façon spécifique. Les plus grosses entreprises de la musique gagnent la musique derrière le droit d'auteur, l'édition musicale. Paradoxalement, en Afrique, toute la réflexion qu'il y a sur les revenus de la musique, c'est sur la scène. Alors que la scène, tu es d'accord avec moi que la scène, c'est l'éphémère. Une fois qu'on a fini de produire, on recommence et il faut recommencer. Paradoxalement, la seule chose qui rapporte véritablement de l'argent dans la musique, qui est le droit d'auteur, est en dysfonctionnement partout. Donc, pour sortir de l'informel, pour ce qui est du secteur culturel dans notre espace, il faut déjà structurer la gestion collective, il faut structurer. Dans la plupart des États, il y a des lois, mais je veux dire que quand tu parles de droit d'auteur au Cameroun, tu sais de quoi il faut t'attendre, quoi. Donc, dans ce cadre-là, c'est très difficile que les acteurs du secteur culturel sortent de l'informel, à condition de trouver d'autres mécanismes. Mais simplement, je le disais dernièrement chez Yves, tant que nous-mêmes, nous n'avons pas une réflexion économique de nos structures, on ne va jamais penser à sortir de l'informel. Merci, Tony. Alors, je profite quand même qu'on ait aussi toujours les directeurs du ministère de la Culture qui sont présents avec nous. Est-ce que, monsieur, madame les directeurs, vous pouvez peut-être compléter le souhait ou la question de notre cher camarade? Ils sont où les gens vaillants pour passer le micro? Désolé de t'avoir levé. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Mbala Elanga Edmond VII, comme Jean-Paul II ou Benzin Ier. Je suis directeur du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture, mais dans une vie antérieure, je suis éditeur. J'ai été éditeur et effectivement, la problématique que vous posez, c'est-à-dire même bénéficier des mesures d'accompagnement qui sont mises en place, se pose effectivement. Je vous raconte juste une petite anecdote. Au moment où on avait lancé le Pager U, j'étais donc éditeur, je suis allé rencontrer le responsable du Pager U, j'étais éligible, en tout cas j'avais l'âge qui permettait de postuler. Je lui ai présenté mon projet et que je voulais donc le formuler pour pouvoir déposer le dossier. Il m'a demandé quelle est mon activité. Je suis éditeur. Vous faites quoi concrètement comme métier? C'est quoi l'édition? Eh bien, il s'agit de prendre les manuscrits, les travailler, aller à l'imprimerie, les publier et puis les mettre en circulation. Il me dit, bon, finalement, je crois que ce n'est pas éligible pour les financements parce qu'ici, en fait, on privilégie la petite, comment vous appelez ça, le petit élevage, la petite agriculture, etc. Donc, bref, on met de l'argent, n'est-ce pas, pour cultiver et pour élever les poules, les coqs, je ne sais pas moi, les vaches et les chèvres, mais on ne peut pas mettre de l'argent pour produire de la pensée, pour éditer des ouvrages. Donc, je suis reparti de là, très heurté, mais je me suis dit, après tout, c'est mon entreprise, il faut que je trouve des solutions. Et là, je vais donc répondre à votre question. Comment on fait pour sortir de l'informel? Je me dis, bon, il faut que je résolve le problème de moi-même. Je suis allé voir le banquier.
Et le banquier m'a demandé de lui apporter mon titre foncier, et puis la carte grise de la voiture, et puis je ne sais plus quoi. Évidemment, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de terrain, donc je n'avais rien de tout ce qu'il m'avait demandé. Je suis allé, j'ai cherché, j'avais formalisé mon entreprise, c'est-à-dire que je suis allé chez un notaire, on a créé une SARL et tout. Et puis maintenant, j'ai commencé à vendre les livres de moi-même, c'est-à-dire en librairie, l'expérience que j'ai de la vente des livres, ce que vous y déposez des ouvrages et vous revenez 2 ans après, vous ont vendu des livres pour 10 000 francs. Donc, avec ça, ça ne peut pas marcher. J'ai trouvé donc d'autres possibilités et j'ai commencé effectivement à vendre beaucoup de livres. Et donc, mon banquier qui m'avait demandé de lui apporter le titre foncier et tous les trucs et les machins, quand il a vu le volume, n'est-ce pas, de transactions dans le compte, il m'a appelé. Il me dit, bon, écoutez, je crois que la banque peut vous accompagner. Il faut nous faire un petit dossier. Je lui dis, mais monsieur, au moment où je vous demandais de l'argent, c'était pour arriver à ce résultat. Maintenant que je suis à ce résultat, je ne vois pas pourquoi je viendrais à nouveau m'endetter chez vous alors que j'ai déjà la possibilité de travailler de moi-même. Donc, il y a en fait et Tony a raison de dire que parfois on arrive là avec la passion, mais peut-être que j'avais déjà les prérequis, puisqu'au lycée, je vendais des livres à mes camarades. Donc, j'avais dit un peu, La je veux vision. dire, voilà, j'étais déjà un peu commerçant de nature, et donc peut-être ça a facilité les choses. Mais au-delà de tout, la véritable problématique se pose sur la question de l'organisation des filières. C'est de ça que ma collègue parlait tout à l'heure lors de son intervention. C'est-à-dire que nous ne parvenons pas, nous, ministère des Arts et de la Culture, à donner des statistiques fiables à des partenaires qui nous demandent concrètement que vaut, n'est-ce pas, le secteur de la culture. Où est-ce qu'on doit avoir ces statistiques? C'est auprès des professionnels, des organisations professionnelles, des regroupements de professionnels. Nous avons essayé, du moins en ce qui concerne le secteur du livre, de demander à l'association des éditeurs de nous produire annuellement, n'est-ce pas, les chiffres de vente, les chiffres de la production, comme quel est le volume de livres qui circulent dans le pays, pour qu'on ait un minimum, n'est-ce pas, un embryon de quelque chose, de données. Ça a été extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, nous y sommes parvenus grâce justement au conseil d'agrément des manuels scolaires. Et je viens de terminer une étude sur la question. Et je puis vous dire que en termes de circulation de volume financier au Cameroun, actuellement, le livre pèse 20 milliards de francs. Donc, il y a des statistiques très claires et très fiables. Donc, quand vous prenez cela, si l'organisation professionnelle est suffisamment structurée et peut mettre ces données statistiques au bénéfice, en tout cas à la disposition des banquiers, des décideurs, des partenaires internationaux, etc., je crois qu'on peut plus facilement structurer, n'est-ce pas, l'organisation et permettre que ceux qui veulent sortir de l'informel pour entrer dans le formel soient plus nombreux. Mais comme Tony le relevait, l'image que le Camerounais a de l'entrepreneur culturel et de l'artiste est en fait l'image de quelqu'un de misérable. Donc, c'est ça qui rend tout très complexe parce que vous avez beau, comme je racontais avec le banquier, quand vous allez le voir, il sait pertinemment qu'il n'y a rien de concret qui puisse sortir. En tout cas, il s'imagine qu'il n'y a rien de concret qui puisse sortir de là. Et il se dit que, bon, voilà, vous essayez de faire un peu de monde autrement que par la rue, quoi. Donc, si on arrive... Monsieur le directeur, je vous laisse finir, je vous laisse chuter. Si on arrive donc à avoir cette structuration-là, à faire en sorte que les regroupements professionnels organisés en fédération ou en tout ce que vous voulez, mais de manière cohérente, de manière à ce qu'on puisse avoir une chaîne de prise de décision et de remontée d'informations qui soit crédible, en ce moment-là, je pense que les choses pourront être relativement plus faciles. Nous, au MINAC, on se donne pour le moment à peu près 3 à 4 ans pour arriver à des résultats beaucoup plus intéressants, mais on attend l'apport et la contribution des acteurs de terrain. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je vous ai laissé un peu plus de temps de parole parce qu'on a l'avantage dans ce deuxième panel, c'est qu'on a 2, 3 absents.
Donc, on a un peu plus de conversation avec le public, ce qui est vraiment intéressant. Alors, on va prendre deux petites dernières questions et puis on va avancer. Est-ce qu'on peut donner le micro, on peut passer le micro au monsieur de derrière, s'il vous plaît. Merci. Question d'être bref au travers de votre question, s'il vous plaît. Ok, merci à tous. Merci au président du panel modérateur de me passer la parole. Moi, je suis Alain Bailly. Je suis conseiller en stratégie d'investissement, accompagnement des structurations d'entreprises. Nous avons un cabinet qui est Invest Partners qui accompagne les jeunes promoteurs camerounais dans la structuration, la formalisation et la recherche de financement dans leurs projets et dans leurs entreprises. Alors, je suis venu à cette invitation des rencontres du Cameroun parce que je les ai rencontrés à plusieurs événements où il y avait des porteurs de projets. Et j'ai toujours été, souvent été en face des porteurs de projets qui faisaient justement dans les arts et la culture, qui venaient me rencontrer et qui me disaient, OK, moi j'ai un projet de faire un documentaire, de faire un film, de produire un livre, déjà avec les routes du Cameroun, les routes des chaufferies du Cameroun, qui nous ont produit un super manuel sur les chaufferies que moi-même je ne connaissais pas, c'est là que j'ai découvert. Et je me suis rendu compte, moi, en tant que conseiller, qu'il y avait vraiment une niche, parce que, pour la petite histoire, nos parents avaient tous une certaine bibliothèque dans nos maisons qu'on a tous connues, où il y avait des atlas, où on avait toutes les montagnes de France, d'Alsace et autres, voilà, qui étaient bien répertoriées avec le terroir, avec tout ce qu'il peut avoir comme production dedans. Et pour le Cameroun, pour moi, je n'avais jamais vu ce genre de choses. Et avec les routes des chaufferies, j'ai vu ça. Et j'étais sidéré de voir que ce n'est pas fait par un Camerounais. Et en face, j'avais des gens qui venaient souvent me voir et qui me disaient, bon, moi, je veux produire, comment il appelait ça, un catalogue des grands hôtels ou alors des sites touristiques au Cameroun. Et ma question, moi... Parce que oui, s'il vous plaît, la question... On est de pris à savoir, longtemps. moi, je ne savais pas quoi faire avec ce type de porteur de projet, honnêtement. Je ne sais ni comment les accompagner. Je ne sais même pas qui est le public cible ou comment est-ce que ça se rémunère. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai essayé de faire des recherches sur Internet pour voir s'il y avait des fonds, des subventions ou des investisseurs qui agissaient dans ce sens-là. Au Cameroun, vraiment, même au niveau de la documentation, je n'ai pas pu trouver. Et donc, je suis très content que le grand frère qui a parlé avant moi soit passé aussi peut-être par ce chemin-là et qu'il ait trouvé des solutions. Mais vraiment, c'était beaucoup plus difficile et lui, il avait l'expérience déjà de vendre des livres avant. Moi, je suis là aujourd'hui parce que je représente beaucoup de porteurs de projets qui sont derrière moi et qui n'arrêtent pas de toquer à ma porte, qui veulent avoir des solutions. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire, vers qui je dois aller, comment est-ce que je peux les accompagner dans leur démarche pour la création et pour le développement de la culture camerounaise. Merci. Merci. Donc, alors, si on comprend bien, votre question n'est peut-être pas adressée à notre panel ici, mais adressée même au directeur. À tout le monde. À tout le monde. Donc, je pense que le plus simple, en tant que modérateur, le plus simple, ce serait qu'à la fin de cette réunion, vous puissiez vous rapprocher du directeur pour avoir un peu plus d'informations par rapport au ministère de la Culture ou par rapport à ce que vous voulez savoir à ce sujet. OK, merci. Alors, on prend la dernière question. Vous n'avez plus de questions? Très bien, parfait. Ça m'emmène à savoir et à dire que quand on a traversé toutes ces étapes, on a traversé ces difficultés, comme on dit que l'artiste est toujours mendiant, comment aujourd'hui, et là je vais me tourner vers M. Blaise et Toa, parce qu'on va parler maintenant de financement et de banque, comment aujourd'hui l'artiste ou l'acteur des ICC peut prendre confiance et se dire je vais enfin pouvoir aller pousser la porte d'une banque pour demander un emprunt, ou sinon, quelles sont les possibilités qui sont mises en place par les banques si on n'a pas toutes ces choses qu'on nous demande en des titres fonciers, comme il disait le directeur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de financement? Accompagnement, pardon. Merci Yves. Bonjour, chers amis.
Je trouve effectivement ces échanges extrêmement intéressants depuis le premier panel jusqu'à celui-ci. Moi, je dirais que le boulot a été fait déjà par monsieur le directeur du livre et de la promotion de la lecture, hein, et c'est ça qu'il faut faire. Parce que il a répondu aux exigences du banquier. Moi, toute la première partie de ma présentation, elle a été faite par les différentes interventions que vous avez faites depuis celle de M. Chouamé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la démarche du banquier, le banquier veut saisir la matière. La banque, c'est du concret. C'est-à-dire que le commercial à la banque est adossé à ce qu'on appelle le risque et l'appétit au risque, parce que c'est un investissement. Le banquier n'invente pas l'argent. L'argent que le banquier vous prête, c'est de l'argent qu'il a pris chez quelqu'un d'autre, avec une obligation, y compris légale, pas que commerciale. Tu me prêtes de l'argent, je dois te le rembourser. C'est un one-to-one commitment. Mais là, c'est même plus compliqué parce qu'il y a un gendarme qui doit veiller à ce que je te rembourse ton argent. Donc, le banquier est quand même dans un rôle un peu compliqué. Celui donc de devoir se rassurer que l'argent qu'il a prêté soit revenu. C'est ça ce rôle, en tout cas de la banque commerciale. Donc, effectivement, il va vouloir se rassurer que toute cette démarche de structuration que vous avez très, très bien décrite hein, est effectivement menée. Ça va donc commencer par les questions d'organisation, malheureusement, parce qu'il va venir fouiller dans votre affaire. Hein. Il va venir mettre le nez. Donc, il faut que vous montriez patte blanche. Donc, ça peut être individuel, ça peut être collectif. Au niveau individuel, c'est comment vous montez votre projet. Donc, ce passage de l'informel au formel, là, c'est quelque chose d'incontournable. Sinon, vous ne parlerez même pas au banquier parce qu'il ne saura pas qui vous êtes. Il veut vous saisir. Il viendra même voir où vous êtes. Ça veut dire que si vous êtes dans une mallette, c'est même pas la peine de commencer. Hein? Il veut. C'est pour ça qu'il y a les plans de localisation. Hein? Ah, c'est pour nous trouver. Donc, oubliez l'informel. Si vous voulez traiter avec les banquiers, oubliez l'informel. Ça ne marche pas. Il faut vraiment montrer patte blanche parce que c'est une relation de confiance. Donc, formel. L'initiative elle-même, de quoi s'agit-il? Je vais y revenir quand on va parler du financement. Là, on n'est pas encore sur le financement, on est encore sur les préalables. Donc, toutes les conditions à réunir pour qu'on commence même à envisager le financement. Vous avez parlé de l'organisation collective et ça, j'ai beaucoup aimé. La mise en place de filières, ça n'a que du bon. Au Cameroun, tout le monde travaille individuellement parce qu'on ne veut pas qu'on triche les idées. Mais les idées que vous avez là, tout le monde les a. Hein. Vous n'êtes pas vraiment, quand vous regardez le cours de l'histoire, personne n'a rien inventé. Hein. Personne. Les gens ont déjà tout inventé il y a de nombreuses années. On est que dans de la reproduction, du reconditionnement, du recyclage, de l'économie circulaire. On est dans toutes ces questions. Donc, n'ayez pas peur que vous piquez vos idées, ça ne sert à rien. Donc, il faut créer des filières. C'est comme ça qu'on se donne de la force, de la puissance. Donc, cette question des filières métiers-là est extrêmement importante. Après, il faut aussi quand même que les structures accompagnantes dont l'État, et je crois que les responsables du ministère des Arts et de la Culture ou des autres départements ministériels qui contribuent également à structurer le secteur culturel l'ont dit, il y a un socle normatif qui existe déjà et qui peut permettre de faire des choses. Donc, il faut pouvoir en profiter. Maintenant, parlons du projet à financer lui-même. Vraiment, on commence à être très concret. Il faut que sa nature soit connue du banquier. Mon cher monsieur le consultant en conseil en financement, si le banquier ne saisit pas la matière de quoi il s'agit, il dit qu'il veut faire quelque chose sur les chefferies. Oui, bon, mais bon, de quoi s'agit-il? C'est quoi? C'est un catalogue comme celui de la route des chefferies, c'est un documentaire, c'est un parcours patrimonial. Il faut que cette matière-là soit vraiment de manière concrète, très précise, qu'on la saisisse. Ensuite, il faut que ce soit viable. Parce que, entre l'intention, parce que le problème des créateurs aussi, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans des idées, ils sont dans des rêves. Non, on ne finance pas les rêves. On ne finance pas les rêves, je suis désolé. On finance des choses concrètes. Parce que derrière, il faut que ça puisse être rentable. Il faut que ça puisse générer de la valeur. Parce que c'est cette valeur qui va permettre au banquier de rentrer dans son investissement et de rembourser l'argent que lui, il a pris pour vous donner. C'est vraiment du concret. Et derrière maintenant, ça vient après. On met toujours les garanties devant, c'est pas vrai, la garantie vient à la fin. Le titre foncier ou le permis de conduire ou je sais pas, la carte grise, ça arrive après. Et ça peut se substituer. Je parlais de Société Générale tout à l'heure. Aujourd'hui, on arrive à faire par exemple des crédits immobiliers sans titre foncier. Est-ce que vous auriez pu imaginer ça? Ça se fait.
Donc, quand vous avez déjà eu toute cette démarche pour rassurer votre partenaire banquier, après, le titre foncier, ce n'est plus vraiment une conditionnalité sine qua non. Le banquier a besoin d'être rassuré. Donc, ça peut se substituer. C'est pour ça, par exemple, que là, l'État a signé une convention de garantie de 200 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises. J'espère que les entreprises du secteur culturel, les industries créatives vont en profiter. Parce que l'État peut effectivement, si vous n'avez pas de titre foncier, l'État peut vous servir de caution auprès des banques commerciales. Donc voilà comment se fait la démarche. Et il faut pouvoir s'inscrire dans ce parcours-là, se structurer, se faire accompagner. Il y a justement des spécialistes comme ceux-là qui travaillent à vous accompagner dans la recherche des financements. Maintenant, il m'a été demandé de parler de Société Générale et d'un dispositif qui s'appelle la Maison de la PME. Il ne concerne pas que des entreprises du secteur des industries culturelles et créatives, il concerne toutes les petites et moyennes entreprises. Société Générale est le seul groupe en Afrique qui fait ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, c'est assez avant-gardiste. Ça a été mis en place en 2018 et ça se développe dans un certain nombre de pays, dont le Cameroun. Quand vous allez à Bali, à Douala, c'est écrit, vous voyez, Maison de la PME. C'est effectivement un dispositif qui est né du fait qu'on a observé pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises, déjà qu'elles mouraient toutes 3 ans après, entre 3 et 5 ans. Presque 92% des entreprises qui ont été créées au Cameroun depuis 2010 sont mortes au plus tard dans cette fourchette. Donc, il n'y a que 8% à peu près qui ont survécu pour des raisons vraiment structurelles. Hein. Donc, Et on s'est aussi rendu compte que le financement, il peut être une solution, mais il peut même devenir un problème dans ce qu'on appelle la démarche de upscaling. Si elle est mal faite, après, comme on disait tout à l'heure, vous allez penser que les 10 000 francs, c'est votre argent. Ce n'est pas vrai. Les 10 000 francs, ce n'est pas votre argent. Vous avez dit l'argent de taxi, l'argent de machin, mais c'est aussi l'argent de vos fournisseurs, l'argent de vos employés. On a vu beaucoup de patrons camerounais qui confondent ça. Donc, il faut faire attention. Dès qu'il a la recette, il met dans la poche. Ah, il pense que c'est... Non, abus de biens sociaux. Il faut faire attention. Hein? Donc, cette vigilance-là est extrêmement importante. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on est un banquier, oui, on peut apporter des financements dans les conditions que je viens de décrire. Maintenant, si on va aller un peu plus loin, dans notre rôle vraiment d'acteur économique et donc de responsabilité sociétale, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers sur lesquels on peut agir? Et on en a identifié un certain nombre. Et on s'est rendu compte que le financement, en fait, il arrive en bout de parcours. Les gens ont d'autres problèmes avant. Ils ont des problèmes de structuration de leur entreprise. Ils ont des problèmes d'accompagnement. Parce que si quelqu'un ne sait pas tenir comptabilité, comment il peut faire un bilan? Pourtant, pour avoir un crédit, il faut 2 ans de bilan. C'est du b.a.-ba, du financement bancaire. Vous voyez? S'il veut faire ce qu'on appelle un go-to-market, c'est-à-dire avoir un produit, un catalogue, par exemple, revenons sur l'exemple, et qui veut le vendre, la démarche que Edmond a faite était une démarche de marketing. Donc, il faut qu'on le forme en marketing. Il ne connaît pas ça. En rédaction de contrat. S'il est auteur et qu'il doit signer un contrat avec un éditeur et qu'il n'en sait rien du tout, il faut qu'il ait quand même des rudiments de droit. Donc, toutes ces questions qui sont des questions périphériques, là, à la mise en place et au développement de l'entreprise ont été adressées. Et c'est fait gratuitement, dans un guichet unique, donc qui est au même endroit. Donc, on ne se déplace pas dans 10 bureaux, on est exactement au même endroit. Et les partenaires de Société Générale, qui sont donc des cabinets en conseil, marketing, juridique, le JICAM, le SWEN, qui est une organisation de structuration de l'initiative féminine, travaillent sur place avec des conseillers qui, sur un parcours donc, d'un certain temps en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, l'accompagne jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau de maturité qui permette qu'elle ait le financement. Et ça permet que l'entreprise, effectivement, est viable et le projet est viable et ça permet de rembourser le crédit. Voilà ce que je voulais dire. Merci Blaise. Vous voyez que quand il y a de l'interaction, on peut applaudir. Oui, je trouve que ça triche un peu dans cette salle. On n'a pas applaudi pour Tony. Est-ce qu'on peut aussi applaudir pour Tony quand même? Vous voyez que quand il y a de l'interaction, le temps passe et malheureusement rapidement, ce qui va nous emmener un petit peu à la fin de ce deuxième panel. Mais je vais juste vous poser... Alors, est-ce qu'il y avait peut-être une question pour Monsieur Blaise Etoa dans la salle? L'argent vous a dépassé, ce n'est plus... Quand on parle d'argent, là, tout le monde... Surtout que tu as dit que quand on prend l'argent, ce n'est pas pour nous, donc il faut faire attention. Oui, monsieur le directeur.
Ce n'est pas une question en fait, mais peut-être simplement une observation, peut-être demander aussi son avis à Blaise, parce que la question de la garantie, du fonds de garantie, vous savez très bien que dans le domaine culturel, ça s'est déjà posé avec notamment l'OIF. Et donc, ce qui est arrivé à la fin, c'est que bien que l'OIF fournisse la garantie, il n'y avait pas suffisamment d'éléments auprès, n'est-ce pas, de ceux qui devaient bénéficier de la garantie pour arriver à en bénéficier. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'environnement s'est amélioré pour que ce fonds de garantie puisse être utilisé d'une manière ou d'une autre? Moi, travaillant sur un registre qui est le patrimoine et un peu les industries culturelles, créatives et le tourisme aussi, parce qu'il y a l'Office régional du tourisme déjà à l'ouest, et sur un modèle qu'on veut dupliquer dans les 4 aires culturelles du Cameroun. Hein, on est en train d'y travailler là, notamment sur la partie route des Seigneurs de la Forêt, qui va donc concerner les régions du centre, du sud et de l'est. Oui, je pense qu'il y a à faire. Quand on voit le potentiel en termes de contenu, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Il y a à faire. Il y a à faire. Peut-être que l'Ouest est un peu atypique. Yann Lorveau le disait ici, parce que les chefs jouent quand même un rôle de buying et de sponsorship important. Mais je pense que dans les autres régions, il y a aussi des acteurs sociaux qui peuvent jouer le même rôle. Ça peut être les élites, ça peut être, j'en sais rien, moi, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les jeunes, les stars. Je sais pas, tout ce qui peut être élitaire et qui peut porter un plaidoyer, je pense que ça peut être utile Mais il y a eu du potentiel dans nos régions incroyable, incroyable. En termes de sites, en termes d'événements, en termes de support, en termes de patrimoine, c'est juste fou, quoi. Et ça, c'est un secteur, hein, le secteur du patrimoine, il y en a d'autres dans toutes les autres industries culturelles. Merci Blaise. Donc, merci. La dernière fois, un autre exemple, c'est celui de Ebenezer Kepombia. Nous étions au Filmac, je parle sous le contrôle de Stéphanie, il y a à peu près... tu étais avec nous, Landry. Moi, je suis arrivé le lendemain. On a écouté un témoignage de... Mitumba nous a raconté son histoire. Mitumba, aujourd'hui, fonctionne en centaines de millions. Hein. Je vous dis centaines de millions. Il a raconté comment il a commencé. C'était un peu comme l'histoire de Edmond. Il avait des jeunes qui distribuaient ses CD, personne n'en voulait. Et justement, il a utilisé son star system. Il s'est lui-même proclamé agent commercial. Il a commencé à ouvrir les portes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce gars, il produit des choses qui se diffusent au Mexique, au Brésil. C'est juste fou, quoi. C'est une success story incroyable. Là, on est dans le domaine de l'audiovisuel. Donc, ça peut se démultiplier dans plusieurs secteurs. Donc, en gros, vous voyez que c'est possible. Donc, alors, moi, on va donc essayer de sortir de cette conversation en vous posant tous les trois, chers panélistes, une dernière question qui est peut-être d'argumenter ou alors de donner des conseils ou des astuces aux acteurs ici ou à la profession, à ces personnes qui veulent s'en sortir et essayer de faire quelque chose de ces démarches-là. Autant acteur culturel que banquier que ministère. Non, moi je suis déjà très content qu'ils puissent avoir des réflexions sur les ICC où on parle davantage. Moi, je suis d'une génération où chaque fois qu'il y avait une assise comme celle-ci, on parlait de subventions. Et ça n'a pas fait 5 ans, c'est 10, 15 ans, quoi. On a toujours parlé que de subventions. Quand il y avait un atelier, l'atelier portait sur comment est-ce qu'on monte un dossier pour avoir une subvention. Aujourd'hui, être assis dans Stéphane n'est pas d'accord. Je pense que c'est... Hein? Stéphane ne peut ne pas être d'accord. Non, mais on a même payé des billets d'avion à des gens pour aller apprendre à monter un dossier de financement, de subvention de la francophonie et toutes les autres. Qu'on soit aujourd'hui à avoir des réflexions sur l'économie de la création artistique, c'est formidable et ça va faire monter une génération qui n'aura pas la même perception des choses que nous, forcément, parce qu'elle va se nourrir à un autre discours. Et on parlait de structuration. Regardez très bien les quelques filières qui sont structurées. C'est celle où il y a de l'argent, quoi. Le livre,
les arts plastiques. Mais dans la musique, là, c'est compliqué. Mais il y a des jeunes générations qui montent aussi, Tony. Oui, mais on est trop dans l'image. Sauf que c'est éphémère. Il y a un mouvement qui se crée. On ne se rend pas compte que dans le mouvement, les gens qui entretiennent le mouvement se renouvellent. Personne ne cherche à savoir ce qui sont devenus ceux qui étaient là, alors que c'est des drames sociaux qui sont très, très forts, quoi. On est tous dans une bulle. Mais il n'y a pas une véritable structuration, il n'y a pas une vraie réflexion. Et c'est pour ça que c'est difficile d'organiser les filières. J'espère qu'on y arrivera. Je suis très content. C'est peut-être en 2 mois la 5e réunion sur laquelle, une assemblée sur laquelle on réfléchit sur les ECC, que ce soit avec le ministère de la Culture, que ce soit avec Yves. Et je trouve ça formidable parce que ça sort un peu de tout ce que moi, jeune opérateur culturel, j'ai vécu, quoi. Merci, Tony. Monsieur Chouamé. Oui, en effet, le ministère des PME a dans chaque région un village artisanal. Et ici, là, au rond-point Tendance, on a le Centre international de l'artisanat de Yaoundé, où se trouve le programme Impretec. C'est un programme qui accompagne les promoteurs locaux à mieux structurer, à mieux maîtriser leur environnement, leur secteur d'activité. Et vous sortez de là avec un projet mature. Rapprochez-vous de cet établissement. Vous demandez le programme Impretec, c'est gratuit. C'est un programme qu'on ne paye pas. Cette année, chaque année, on accompagne une centaine de porteurs de projets ou de promoteurs camerounais. Merci, Monsieur Chouamé. Donc, je vais sortir avec Monsieur Blaise et Toa pour un petit mot de... Mon mot va être simple, cher Yves. Je reprends le propos de Monsieur Olomo tout à l'heure, qui est un peu notre planificateur. C'est qu'on aura besoin, et je crois que la route des chefferies a commencé ce travail, mais le cluster va le poursuivre aussi. On ne peut rien faire sans donner. On ne peut rien faire sans donner. Il va être fondamental qu'on saisisse effectivement, quand on parle de 20 milliards de l'édition, on voit de quoi il s'agit. On saisit la matière, on voit l'enjeu. Donc, cette question de l'inventaire là et de la réalité effectivement de ce que représente le secteur des industries culturelles et créatives aujourd'hui au Cameroun est urgente. Tous les agendas qui se mettent en place auront besoin de ça pour agir. Les gens auront besoin de savoir où est-ce qu'ils vont agir, comment ils vont le faire, avec qui ils vont le faire, pour que ça puisse donner effectivement des actions pertinentes. Merci. Merci à tous et on se rend donc compte qu'en se fédérant tous, on arrive à faire des choses et on a besoin d'action aujourd'hui. Enfin, en tout cas, les acteurs des industries créatives et culturelles ont besoin d'action et pour pouvoir mieux développer leur structure. Sur ce, bonne soirée et on espère avoir répondu à vos attentes ou à vos questions. Merci beaucoup. C'est nous qui te disons merci, cher Yves et Ya, d'avoir modéré ce panel avec brio. Merci à tous les intervenants, merci à Tony Méfé, Monsieur Chouamé, Cyril, Monsieur Blaise et toi, merci à vous. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Nous allons conclure cette journée de travail organisée par la conférence des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie par un mot de clôture, s'il vous plaît. Donc, ne partez pas, asseyez-vous 2 minutes seulement et n'oubliez pas, s'il vous plaît, laissez-nous vos contacts, rassurez-vous d'avoir mis votre nom et votre contact sur la fiche de présence avant de partir. Avant de passer la parole pour le mot de clôture à M. Sylvain Diachezefa, je voudrais rappeler que dans le cadre de la conférence ministérielle, le cinéma numérique ambulant, qui est membre de la co-ING, organise à partir de ce soir 3 projections de films francophones dans 3 quartiers de Yaoundé, ce soir en Fandena, demain à Éleveur et nous allons terminer par Ekié. Donc, rapprochez-vous de nous pour avoir le programme et ce sont des séances ouvertes au public.
Donc, je vais donner la parole à Sylvain Diachezefa, qui est le vice-président de la conférence internationale des OING de la francophonie, pour son mot de fin, en rappelant que depuis ce matin, depuis 9 heures ce matin, nous avons donc commencé cette journée de travail avec une réunion des organisations camerounaises et internationales accréditées auprès de la francophonie. Nous avons enchaîné avec une autre réunion qui portait sur la préparation de la participation de la société civile au sommet de la francophonie en 2024 à Paris. Et nous avons commencé à entamer à partir de 14 heures ces échanges autour de l'employabilité et de l'entrepreneuriat dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et donc, Sylvain Diachezefa, qui est à la fois le coordonnateur général de la route des chefferies, partenaire de cet événement, et le vice-président de la conférence des organisations non gouvernementales accréditées auprès de la francophonie, va donc prendre la parole pour son mot de fin. Merci. Merci, directrice. Bon, je ne vais pas être long. On a passé une journée très fructueuse. Mesdames, Messieurs, les représentants d'un ministère, chers, je peux dire, chers partenaires du monde de la culture, de la société civile, merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la dernière, c'est la première, mais il y aura une seconde fois, ça, parce que je pense qu'un des enseignements qu'on peut tirer ici, c'est la nécessité de travailler en réseau, de travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort, ensemble, on est plus constructif, on réfléchit mieux quand on est bien organisé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres, les interventions des ministères sectoriels, le ministère sectoriel. Et ce qu'on se dit souvent dans notre milieu, c'est que nous, les acteurs de la culture, qui ne sont pas des institutions, on ne sait pas travailler avec les ministères, on ne sait pas travailler avec vous. Ça, c'est une de nos lacunes incroyables. On n'arrive pas à trouver la clé, d'où la nécessité de mettre en place cette plateforme de collaboration, de partenariat. Nous, on va rédiger les actes de cette rencontre, donc vous pouvez encore contribuer jusqu'à la fin du mois pour essayer de faire ressortir cela. On pourra publier ça en janvier. Il faut savoir que nous avons une étude que nous menons, il y a un marché que nous allons lancer, un marché d'études sur euh, investir dans le secteur de la culture. Donc, c'est un marché qui va être lancé avant la fin de l'année, là, ce financement d'un de nos partenaires. Et ça va nous permettre d'avoir un document cadre à partager à tout le monde, donnant les informations, que ça vienne des bailleurs de fonds, que ça provienne des ministères sectoriels, même du secteur privé, parce qu'il y a beaucoup de partenaires privés qui apportent des contributions pour des activités culturelles. Vous savez que l'activité culturelle la plus importante actuellement au Cameroun, ce sont les funérailles, oui, vous rigolez, mais ce sont les funérailles qui drainent des sommes incroyables, hein, vous savez, hein. Il y a des gens qui font des funérailles à 200 millions de francs. J'ai vu. Mais c'est pas qu'on m'a dit. Et puis, si vous donnez le nom, vous ne le saurez même pas. Qui est la personne parce qu'elle n'est pas là. Mais si vous lui dites, financez-moi un spectacle là, non, c'est pas son problème. Mais financer un funérail pour inviter Blaise qui va venir boire du bon champagne qui coûte 75 000 francs, il est fort, vous voyez. Donc, merci une fois de plus. Je ne vais pas citer tout le monde. Le ministère de la Culture, avec ses 3, 4 directeurs, c'est le ministère qui, on dit souvent que le ministère n'est pas intéressé. Le ministère de la Culture, non, voilà, ils sont présents,
il contribue fortement et je remercier le ministre pour ce geste. Ce n'est pas la première fois, mais c'est quand même significatif, hein. Le MINEPAD, c'est le ministère c'est le ministère qui a beaucoup d'argent. Il est là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que... hein? Non, non, c'est pas lui. Un jour, on va aller faire le sitting là-bas. J'ai rien dit, hein. Mais on va aller faire c'est votre faute. Nous, on va dire que tu nous as dit que il y a ça, ça, ça là-bas. Il y a l'argent là-bas. Nous, on va aller là-bas. Non, il y a l'API aussi qui était présent. Franchement, moi, je pensais pas que l'API allait venir. Mais je crois que si l'API est venu, là, il y a... Bon, je sais que Blaise Eto'o est derrière, avec son lobby. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Que nous, on mène des activités vraiment qui sont très, très, très intéressantes. Bon, excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cités, hein. Euh, oui, ah oui, le ministère. Ah oui, c'est lui qui a dit qu'on dépend de lui là. Qu'il n'a pas, il dit qu'il n'a pas l'argent, mais on n'a pas besoin que tu nous dises comment gérer. Non, on sait faire ça. Non, on a besoin d'argent. Non, c'est un ministère qui nous a déjà, avec qui on a une convention. La Route des Chefferies a une convention de partenariat avec ce ministère, hein, avec qui on travaille sérieusement. Il y a des résultats positifs. Euh, mais c'est un ministère qui a l'argent. Il ne faut pas qu'ils nous racontent des histoires. Ils ont l'argent. Enfin, il n'y a aucun, tous les ministères ont l'argent. Hein, le directeur du livre, il en a. Directeur, ton livre est là. Donc, non, merci une fois de plus. Yves Eya, Tony Méfé, Stéphane qui était là, qui est encore, Monsieur Rim, il est parti. Ah, il est là, il est là. Blaise et toi, bon, Blaise et toi, c'est notre conseiller stratégique de la route des chefferies, hein. Vous voyez, ça, je peux le dire, Blaise, il est directeur. Bon, vous savez, je, non, je veux pas dire ce que la Société Générale nous donne, mais ce qui est très important, ce que la Société Générale, à travers Blaise, c'est son expertise. Hein. C'est son expertise, et ça, c'est un financement. Euh, ils ne nous donnent pas l'argent, nous, on n'a pas. Mais ce sont ses conseils, et ça, c'est très important. Ça pèse énormément pour nous dans notre stratégie d'avoir un éminent directeur de marketing en communication à notre disposition. Nous, on n'a pas, je peux le dire, Blaise, hein, on ne paye pas Blaise et toi, ça, il faut le savoir, c'est le mécénat de compétences, c'est comme ça qu'on appelle ça. On n'en a pas parlé ici, mais ça existe et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer parce que les structures culturelles ont énormément ce déficit en matière de compétences, parce que c'est dans la culture, avoir un directeur de marketing communication, être spécialisé là-dedans, c'est rare. Hein. C'est rare. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup, hein, Blaise, parce que je sache. Non, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, il y a, je crois, un pot qui est là. Le pot, il est prêt. Kamga, va. Tu peux vérifier, c'est bien prêt. Il y a un petit pot qui est préparé. Et donc, au plaisir de vous revoir, vous pouvez nous contacter. Vous avez tous nos coordonnées. Merci une fois de plus. Il est prêt? Ah, comment on est en train de décision? On avait dit quelle heure? C'est pas prêt? Non, vérifiez que c'est prêt. Okay. Sinon, on retient les gens. Donc, vous allez patienter 5-10 minutes de temps que le pot soit prêt. Le pot de clôture. Ah oui.